Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec Isméry. Isméry a ouvert il y a maintenant 5 ans. Atelier Isméry, un salon de coiffure atypique et indépendant, niché dans un appartement du 11e arrondissement de Paris. Avec son salon, Isméry a su créer une nouvelle forme de service, plus personnelle et conviviale, mêlant art, rencontres et bien sûr coiffure. Avant d'en arriver là, Isméry nous raconte comment ces différentes expériences l'ont amenée à créer son propre salon, ses questionnements en tant que manager et comment elle s'organise au quotidien. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Salut Isméry. Salut Sarah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors Isméry, j'ai lu que l'univers de la coiffure était déjà très présent quand tu étais enfant. Est-ce que du coup ce sont tes parents qui t'ont transmis leur passion ? Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est vrai que mes parents avaient un salon sur Paris, donc j'ai pas mal traîné dans le salon avec eux, mais au début j'aimais pas ça. Je pense que de voir tes parents tout le temps travailler, parler tout le temps du travail, il y a des choses sympas, il y avait des galères, mais ils parlaient tout le temps de ça. Donc je pense qu'au début, dans un premier temps, j'ai pas du tout aimé la coiffure et je voulais surtout pas faire de la coiffure. Et à quel moment tu t'es dit que tu voulais en faire ton métier ? J'ai rencontré quelqu'un qui était coiffeur, on est sortis ensemble pendant 5 ans et en fait quand on n'est pas trop mauvais à l'école, les gens te poussent à faire des études. Donc j'ai fait un bac S. Après je suis allée à la fac. Et voilà, les gens ils disent bon ben voilà, t'es pas mauvais, tu vas à l'école et tout ce qui est écrit, tout ce qui est un petit peu manuel, entre guillemets, c'est pour les nuls, c'est pour ceux qui sont pas bons à l'école et on ne pense pas à t'orienter vers ce genre de choses. Donc du coup, je suis allée à la fac et mon copain m'a dit mais pourquoi tu te lances pas dans la coiffure ? Ça se voit, t'as un truc, c'est inné. Et réponse bête, non c'est bon, j'ai pas fait un bac plus 3 pour être coiffeuse, complètement ridicule, mais on était un peu formatés. Et en fait, j'ai commencé la coiffure avec lui le soir, en l'attendant au boulot. J'ai commencé à coiffer des potes pour m'amuser. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment ce qui me plaisait. Et j'ai arrêté mes études et j'ai commencé à faire les examens CAP en candidat libre. Et après, j'ai fait mon BP coiffure chez Toni & Guy. Mais quand tu dis que tu étais à la fac, c'était quelle fac ? J'ai fait Jussieu Psycho. J'ai fait un D'accord. DUG. Rien à voir. Rien à voir. Et après, j'ai fait un BTS de com. J'ai fait 1 an et j'ai arrêté au bout d'1 an. D'accord. Mais quand tes parents avaient leur propre salon, toi, tu n'as jamais coupé les cheveux de quelqu'un, tu t'es jamais amusée à... Non. Non, ils ont fermé leur salon je devais avoir quinzaine d'années. Donc, mais vraiment pas du tout intéressée. D'accord. J'y allais là-bas parce que ils travaillaient, il fallait les rejoindre. C'était plutôt une contrainte. Et donc, au moment où tu as commencé ton CAP, c'était en combien de temps le CAP ? Le CAP, c'était en 1 an. J'ai commencé à l'école, mais ça s'est pas très bien passé parce que j'étais plus âgée, j'avais 21 ans et le CAP, souvent, c'est des filles de 14, 16 ans. Ça m'a pas trop plu, donc je l'ai fait en candidat libre. Donc là, j'avais trouvé un petit job. Je travaillais à Decathlon en temps partiel à la caisse. Et j'ai préparé mon CAP. Après, faut être honnête, le niveau, il est assez simple quand même, CAP. Et après, BP, par contre, je suis partie à l'école. Mais le CAP, on t'apprend déjà la technique de la coiffure ou c'est uniquement de l'écrit Non, on apprend un peu de la technique, mais c'est vraiment basique. On peut pas dire qu'on a un CAP et qu'après on peut être coiffeuse. Là où on apprend vraiment la coiffure, c'est le salon où on va être formé. Enfin, c'est voilà, comme ça que je vois les choses. Donc en fait, tu fais ton CAP en 1 an. Ouais. Et après, tu vas dans une école de coiffure. Après, tu as le BP, qui est un brevet d'État qui te permet d'ouvrir ton salon de coiffure. Tu peux pas ouvrir un salon de coiffure en France sans ton BP. Et là, c'est en 2 ans. Là, c'est un petit peu plus technique. On te forme en coupe et en couleur. Mais pour moi, c'est comme un cuistot, il apprend pas la cuisine à l'école. Ça donne des bases. Et après, c'est la personne qu'on va décider de suivre qui va donner une formation. Moi, c'était chez Toni & Guy et moi, c'est eux qui m'ont vraiment tout appris. Du coup, tu as fait un stage, c'est ça, chez Toni & Guy ? Non, j'étais apprentie chez eux pendant 2 ans. Donc là, travail d'apprenti. Shampoing, ménage. C'est pas fun, mais c'est là où tu apprends. Et là, tu apprends sur des modèles. Et là, c'est pendant ton BP ou Oui. c'est... D'accord. Donc là, j'ai fait 2 ans chez eux. Et là, au début, les amis, la famille, les ratés.
Et après, quand on a épuisé le stock, faut trouver des modèles. Faut trouver des modèles dans la rue. Faut arrêter des gens. Alors, moi, je suis pas toute jeune, donc j'avais pas Facebook, j'avais pas tout ça pour trouver des modèles. Donc, sortie de métro, retour à Jussieu, sortie de fac, où là, tu demandes à des étudiants qui n'ont pas trop d'argent, tu proposes des coupes de cheveux gratuites et voilà. C'est comme ça que tu t'entraînes à couper les cheveux. C'est comme sur ça les que gens. t'apprends. Et comment c'était ta première coupe, justement? T'étais stressée? Long. J'ai beaucoup transpiré. Mais bon, comme il y a quelqu'un derrière, ça va. Il y a toujours quelqu'un qui surveille. On peut pas vraiment se tromper au début. C'est quand c'est plutôt la deuxième étape où on commence à prendre un peu confiance en soi et on s'emballe. C'est là où il peut y avoir un peu des loupés, mais bon. Et là, tu travaillais sur la coupe, mais aussi sur les colorations, ou tu étais uniquement focalisée sur Moi, les j'ai coupes? jamais aimé la coloration. J'aime pas l'odeur, j'aime pas les produits, j'aime pas attendre que ça pose. Je suis assez impatiente. Et du coup, j'ai préféré la coupe tout de suite. Moi, ça s'est dessiné tout de suite. Et après ton expérience chez Toni & Guy? J'ai décidé de partir à Londres. Je suis partie 2 ans et demi à Londres. Je parlais pas un mot d'anglais, donc c'était pas facile au début. J'ai trouvé un salon français où ils faisaient la traduction pour moi avec les clientes. C'était un petit peu compliqué, mais j'ai mis 1 an à parler vraiment anglais. Et après, j'ai voulu reprendre mes techniques un peu classiques et je suis partie chez John Frieda. Donc là, salon très huppé, méfaire, beaucoup de brushing. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en fais plus du tout, je crois. Et là, j'ai travaillé dans la mode un petit peu. Donc là, c'était un emploi, Ouais. un vrai emploi. Ouais. Mais là, j'étais retournée assistante. Assistante de tout le salon? Voilà, re-shampoing, ménage, porter les affaires du coiffeur, nettoyer les affaires du coiffeur et apprendre, toujours apprendre. Et là, j'ai fait mode, studio et toujours assistante. Et quand tu dis mode, ça veut dire quoi dans la coiffure? Là, c'était du French Vogue, Vogue Italie. C'est-à-dire que tu glamour. coiffais les mannequins? J'assiste. Donc là, tu assistes à un coiffeur connu qui, lui, va coiffer les mannequins. Ça peut être une couverture de magazine, ça peut être une actrice, ça peut être un mannequin, ça peut être... Et là, tu assistes. Et c'est-à-dire, tu le regardes, Tu regardes, l'aides? tu apprends et tu dois être présent. Il ne doit pas avoir besoin de quelque chose, il ne doit pas avoir besoin de te demander quelque chose. Tu dois anticiper tous ses besoins. Ça peut être passer des épingles, ça peut être ranger, ça peut être préparer la modèle, ça peut être chercher un lunch. C'est tout. Et là, t'es resté combien de temps dans Et ce là, salon? j'ai fait 1 an. 1 an. Donc 1 an à Londres. 1 an chez John Frieda. 2 ans et demi à Londres et 1 an chez John Frieda. Et après, tu t'es dit que tu voulais rentrer à Paris? Londres, je pense que c'était une des meilleures périodes de ma vie. Je pense que j'ai jamais aussi peu gagné d'argent, mais je me suis jamais autant amusée. J'ai adoré la mentalité anglaise et je pense que ça m'a énormément donné pour la suite et pour ce que j'ai fait par la suite. La façon de voir le travail, de voir les gens, la bonne humeur au travail, la positivité des gens, le fait d'être libre, de pouvoir changer de boulot quand on veut, sans préavis, moi, tous les boulots que j'ai terminés là-bas se sont super bien passés. Quand je retourne à Londres, je vais voir tous mes anciens employeurs, ça se passe très bien. C'est assez libéré et ça m'a vraiment beaucoup plu. La considération du travail. Et à aucun moment, tu t'es dit du coup que tu avais envie de faire ta carrière à Londres? Alors, le problème, c'est que je pense que je suis très parisienne, je suis très française et je pense que je sais exactement ce que veulent Enfin, c'est un peu prétentieux, mais je pense que c'est plus facile pour moi de lire une parisienne que de lire une anglaise. Et je savais qu'en venant à Paris, je pourrais créer mon salon plus facilement. Je pense qu'il y a énormément de concurrence à Londres. Il y a plein de très bons coiffeurs à Londres et ils sont très forts en service. Et je pense qu'en France, on n'est pas très bon en service et c'est facile de se démarquer par rapport aux Anglais. Et t'es rentrée à Paris après Londres, et c'est à ce moment-là que tu as eu l'idée de monter ton propre salon? Non, je suis rentrée un petit peu dans la précipitation. Je suis retournée chez Toni & Guy parce que je m'entendais très bien avec mon boss là-bas et c'était une très belle expérience pour moi. Mais j'ai senti qu'à 30 ans, je voulais pas rester derrière le fauteuil et être dans un salon où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit, la musique à fond. J'avais envie d'aller vers quelque chose de plus à taille humaine et de plus personnel. Et pendant ce passage à Londres, j'ai gardé beaucoup de clients à domicile. Donc je rentrais très souvent les week-ends pour continuer de couper les cheveux de mes clients parisiens. Au début, j'avais vraiment tout lâché. Et puis en fait, ils ont commencé à me recontacter, à me demander de revenir. Puis en fait, j'en ai fait 1, j'en ai fait 2, j'en ai fait 10. Et en fait, je revenais quasiment 1 à 2 fois par mois. Et j'ai adoré l'atmosphère qu'on avait quand on coupait à domicile.
On se pose, on prend un verre. Bon, souvent, c'est même eux qui me servaient un verre. Du coup, on changeait un petit peu la donne. Et on y allait pour le petit-déj, où on prenait l'apéro. Et les gens me disaient, j'adore, il n'y a pas de bruit, c'est agréable, je peux boire un verre d'alcool, je peux fumer si j'ai envie. Et c'est là où je me suis dit que j'avais vraiment plus du tout envie de coiffer dans un salon traditionnel avec 15 collègues, la musique à fond, et d'enchaîner des clients toutes les demi-heures. J'avais plus du tout envie de ça. Et c'est là où m'est venue l'idée de l'atelier Isméry, d'être en appartement et de plus être pignon sur rue et d'avoir les passants qui regardent à la vitrine, la cliente qui a sa couleur sur la tête, qui est mal à l'aise devant son miroir en vitrine. J'avais plus envie de ça. Donc c'était vraiment important pour toi de faire Atelier Isméry au sein d'un appartement. Oui, c'était vraiment la base. Et que les gens poussent la porte et que ça essaye de ressembler le moins possible à un salon de coiffure. Je voulais pas du carrelage, des grands miroirs, des lumières néons qui donnent une sale mine devant le miroir. J'avais envie que les gens y rentrent comme s'ils étaient chez moi, de venir chez moi. Donc tu as laissé mûrir ton idée et ensuite tu t'es dit, bon ok, j'ai mon idée et maintenant je vais monter, j'y vais quoi, je vais monter mon propre salon. Alors j'ai fait une rencontre, je pense que j'aurais peut-être un petit peu de mal à me lancer toute seule. J'ai fait une rencontre et cette personne m'a dit, viens, j'ai un appart à sous-louer, viens avec moi, on monte le truc ensemble. Et je pense qu'il m'a donné un peu le courage de me lancer. Je pense qu'entrepreneur en France, tout seul, c'est pas facile. Et donc, moi, il m'a vraiment donné un petit coup de pouce. Un gros coup de pouce. Et comment t'as fait? T'es allé voir les banques pour t'aider à monter? T'as fait un business plan? Alors, comme c'était de la sous-location, j'avais pas besoin de beaucoup d'argent au départ, juste pour les travaux. Et franchement, les banques en France, c'est un enfer. Elles m'ont toutes claqué la porte au nez. Je demandais 40 000 euros, ce qui, je pense pas, est une énorme somme. Tout le monde m'a dit non. Sans exception, ils m'ont dit voilà, si vous ouvrez une chaîne, on vous suit, mais là, franchement, on vous connaît pas, vous venez de nulle part. Ok, vous avez bossé chez Tony & Guy, mais bon, voilà, on vous suit pas. Donc ce partenaire m'a avancé une grosse partie de l'argent. J'ai fait un Kiss Bank. Les gens ont beaucoup donné. J'ai trouvé cette énergie géniale que les gens participent au projet. Donc évidemment, on a des contreparties intéressantes puisqu'ils donnaient un certain montant et ils avaient leur première coupe dans l'atelier Isméry en échange. Et les gens s'investissaient vraiment dans le projet. Non, franchement, c'était génial. Et donc, en fait, que les banques aient refusé, je pense que ça a donné encore une meilleure énergie au projet. Et ça nous a permis de nous en sortir sans elles. Et ça a duré combien de temps, la collecte de fonds sur Kiss Je crois qu'on a fait en 25 jours. Bon, on a ouvert un petit peu dans l'urgence. Hein, Quand on a pris la décision avec mon partenaire de l'époque, ça a été assez vite. Hein. Mais vous l'avez ouvert à deux, vous étiez associés? Oui. Après, bon, les associations, ça marche pas toujours comme on a envie. Et au bout de 2 ans, on a arrêté. Et je suis partie de mon côté et j'ai ouvert l'atelier Isméry qu'on connaît sur un autre endroit, à Oberkampf. Au début, on était dans le 2e rue des Jeuneurs. Et ça a duré combien de temps? On a fait 2 ans, un petit peu moins de 2 ans. Et atelier Isméry, donc le salon Oberkampf, et sur la même thématique, c'est-à-dire sur la même idée de créer un salon c'est juste convivial. Ouais, c'est le même prolongement. C'était les mêmes personnes qui travaillaient avec moi à l'époque qui sont venues sur l'atelier de Oberkampf. Et donc, c'était exactement la continuité, sauf qu'on avait une terrasse en plus. Ça change c'est tout. Mieux. Ah ouais, ça, c'est mieux. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent avec On a avec étoffé toi un peu l'équipe, on est 5 maintenant. On est 3 coiffeurs, 2 coloristes et un assistant pour nous aider. Et comment sont arrivées tes premières clientes? Alors, les premières clientes, c'était mon réseau à moi. Donc j'avais gardé avec Londres, avec tout ça, toutes les personnes qui ont participé au Kiss Bank. Et je voulais absolument, c'était hyper important pour moi de ne pas faire de communication. Je voulais vraiment du bouche à oreille. Je voulais pas de parution dans les magazines, je voulais rien. Parce que je trouve que ça filtre pas assez. J'avais pas envie de coiffer tout le monde, je sais pas tout faire, je suis pas meilleure dans tout. Et j'ai envie de faire que ce que je sais faire. Et je voulais que des clientes qui apprécient ou qui sont dans ce qu'on propose chez Isméry. Donc j'ai vraiment voulu faire du bouche à oreille. Bon, le problème au début, c'est quand on n'a pas beaucoup de clientes, le bouche à oreille, c'est pas terrible. Et j'ai contacté une blogueuse qui s'appelle Didi. C'est une amie à moi qui me dit franchement, contacte-la. Je connaissais vraiment rien du tout à l'univers des blogs, comme du podcast d'ailleurs.
Donc en fait, je savais même pas qui c'était. Je suis même pas allée voir son blog. J'espère qu'elle va pas m'écouter. Et je lui envoie un mail, genre super spontané. Voilà, je suis un salon de coiffure. On m'a conseillé de t'appeler. Je voulais savoir si tu avais envie d'essayer une coupe de cheveux. Et en fait, elle a répondu hyper naturellement, simplement ouais, pourquoi pas. Les choses se sont faites d'une simplicité. Cette fille, elle est géniale. On s'est entendu tout de suite. Et donc, elle nous a fait un superbe article. Et vraiment pareil, j'avais pas l'idée de l'impact des blogs à ce moment-là. Donc, elle me rappelle un jour en me disant, voilà, Isméry, je vais le poster, donc prépare-toi. Et dans ma tête, je me dis, ouais, bon, bah, ça va, quoi. Et là, en fait, ça a explosé. Et là, j'ai eu je sais pas combien d'appels dans la journée. Et là, vraiment, j'ai vu l'impact et l'importance d'une autre façon de communiquer et de passer par les blogs et des choses comme ça. Et là, nous, ça a vraiment décollé à ce moment-là. On avait ouvert en juin. D'ailleurs, je précise, si quelqu'un veut ouvrir un business, là, juin, c'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce que c'est Tout avant le les monde part en vacances d'été, vacances. du coup, il n'y a personne. Donc, juillet, août, on a ouvert. J'étais au fond du trou. Je me suis dit, mais il n'y a personne, c'est foutu. Et elle a publié, ça devait être fin août, début septembre. Et là, après, ça fait que de monter. Donc, tu n'as jamais eu depuis ça un creux Non, c'est-à-dire que la première vague de clientes qui sont venues par Didi, elles ont amené leurs copines et leur mère et leur sœur et ainsi de suite. Et de là, on a développé que de cette façon-là. Je crois qu'une fois, j'ai eu une toute petite parution dans Elle. Tout le monde m'a dit, mais tu peux pas refuser Elle, c'est génial, c'est un magazine de dingue et tout. Et en fait, ça fait exactement ce que je voulais pas, quoi. C'est que ça a brassé des gens. Voilà, on fait pas de brushing chez nous, donc il y a des filles qui sont arrivées pour demander des brushings, ça s'est pas bien passé. Et donc, vraiment, ça m'a confortée dans l'idée de rester sur le bouche-oreille. La fille qui a aimé va forcément amener une fille qui est dans cet esprit-là et qui va aimer ce qu'on fait, et ça va tout seul, en fait. Et comment tu décrirais aujourd'hui ce que c'est Atelier Isméry ? L'atelier Isméry, c'est vraiment pour des filles qui ont pas envie de se coiffer, qui se lèvent le matin, un coup de serviette, un coup de sèche-cheveux, un petit peu de produit vite fait, pour des filles naturelles. Voilà, les couleurs ou les coupes, elles doivent tenir longtemps. C'est assez doux, c'est féminin et c'est pour tout le monde. Je tiens à le préciser parce que parfois les gens disent ah non mais c'est trop branché, j'ai pas envie d'aller là-bas, et donc on a des mamans qui osent pas venir. Non, franchement c'est pour tout le monde, mais voilà, on fait pas de brushing et on essaie d'aller avec le cheveu comme il est naturellement. Donc s'il est bouclé, bah il faut accepter ses cheveux bouclés. S'il est raide, il faut accepter son cheveu raide, et on va faire la coupe en fonction du cheveu. Et on va essayer de ne pas aller contre la nature du cheveu. Et j'ai lu aussi que c'était un vrai appartement, c'est-à-dire qu'il y a un salon, on prend le temps de discuter avant de passer à la coupe ou à la couleur, de savoir vraiment ce que la cliente veut. Enfin, vous prenez vraiment le temps de savoir ce que la cliente veut. Comment est-ce que ça se passe quand, par exemple, une cliente arrive chez Atelier Isméry ? C'est exactement ça. En fait, on prend 1 heure par cliente. Et forcément, on ne coupe pas les cheveux pendant 1 heure parce que sinon, il n'y a plus de cheveux au bout d'1 heure. Donc, le plus important, c'est de parler. C'est de cibler ce que veut la cliente. Ce qu'on entend souvent, c'est « Ah, on a eu un article qui a dit qu'on était visagiste. » Et ce truc de visagiste, qui date pour moi des années 80 et qui est complètement dépassé. Pour moi, une coupe de cheveux, c'est pas uniquement avec le visage. C'est avec la personnalité de la personne, c'est avec ses vêtements, c'est avec les tendances actuelles, c'est avec plein de choses. Et c'est surtout avec l'envie de la personne. Nous, les filles, elles viennent souvent en disant « Mais c'est vous qui savez, vous êtes coiffeur, vous décidez. » Absolument pas chez nous. On décide ensemble, c'est un projet qu'on fait à 2. C'est la personne qui va le porter, donc c'est hyper important pour nous que ce soit la personne qui décide. On est là pour conseiller, on est là pour accompagner, mais on n'est surtout pas là pour dire « Aujourd'hui, tu as un visage comme ça, c'est ça qu'il te faut, et c'est ça qu'on va faire. » J'aime pas ce côté totalitaire. Il y a plein de modes, il y a plein de tendances. Une fille, elle peut tout faire, du moment que c'est bien fait, et on adapte. Voilà, donc j'ai surtout pas envie qu'une fille se dise « Moi, c'est les cheveux courts, moi, c'est la frange, moi, c'est ci, moi, c'est ça. » Non, on peut tout faire. Et heureusement, et c'est ça qui est fun avec les cheveux, c'est de changer et de faire plein de choses, que ce soit en couleur et en coupe. Et évidemment que ça aille à la personne, mais pas forcément que d'être bloqué sur son visage. Et ça, c'est un truc qui revient énormément. Les filles voient que les défauts. Et les défauts, parfois, ce qu'elles perçoivent comme des défauts, c'est très joli, quoi. Donc il faut pas se braquer, il faut pas se bloquer, il faut faire ce qu'on a envie. Et nous, on est là pour accompagner, pour effectivement conseiller, dire voilà, ça va te donner
un côté plus naturel, ça va t'adoucir, ça va te donner un côté un peu plus looké. On va conseiller, mais on va pas dire t'es belle, t'es moche, ça te va, ça te va pas. C'est hors de question. Et j'ai vu aussi que l'art était très présent dans le salon. Tu as un mur sur lequel pas mal d'artistes viennent dessiner des grandes fresques. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de intégrer l'art au sein de ton salon? En fait, j'ai envie que quand les gens viennent au salon, bon, ils aient leur coupe de cheveux évidemment, leur couleur, mais qu'ils découvrent quelque chose à chaque fois. Donc ça peut être soit un artiste qui est venu faire le mur chez nous. Donc parfois, on a eu des graffeurs, on a eu des peintres, on a eu des tatoueurs. C'est hyper sympa parce que du coup, là, on a eu une fille qui s'appelait Coco Vagina qui a fait un super beau mur et qui fait aussi du tatouage. Donc après, ça permet aux gens de leur dire, bah, elle fait aussi du tatouage si tu as envie de te renseigner. Et c'est ça, en fait, qui est important. On a une personne qui fait des playlists. Donc c'est faire aussi découvrir de la musique, de faire découvrir des sons un petit peu différents, de mettre en contact des gens. Parfois, je sais pas, j'ai une cliente qui va être ostéo, donc elle me donne des cartes et je peux en parler. Et en fait, je pense que le salon de coiffure, on est dans un monde où on est sur les téléphones, on est souvent seul et je trouve que c'est génial de pouvoir communiquer, de pouvoir parler, de pouvoir transmettre des choses, en fait, le bouche à oreille comme on fait pour nous, de le faire pour les autres et de faire toujours découvrir quelque chose. De venir et de partir du salon, j'ai pas envie que les gens ils s'ennuient en fait chez moi et de dire moi ça fait 5 ans, je fais ma coupe de cheveux et voilà. Non, ils savent qu'ils vont venir, ils vont avoir une coupe de cheveux, il va y avoir un nouvel artiste sur le mur, un nouveau son. On fait souvent des soirées. Ça peut être pour un anniversaire, l'anniversaire du salon, ça peut être pour la rentrée, ça peut être juste parce qu'on a envie de boire un coup avec les clients. Et voilà, et j'adore quand mes clients se retrouvent sur la terrasse et au bout de 5 minutes parlent entre eux, qui se connaissaient pas avant, et bah voilà, qui s'échangent leur numéro, ou que parfois ils retombent plusieurs fois en même temps, et que voilà, ça devient pas forcément des amis, mais des amis de chez le coiffeur. Et voilà, c'est ça. J'ai envie qu'il y ait du contact. Et ça, tu le vois souvent, justement, que les filles entre elles ou les hommes entre eux se Ouais. échangent. Très souvent. Ouais. Parfois, en fait, je crois même qu'ils sont arrivés ensemble. J'ai dit, mais vous êtes ensemble? Pas du tout, on se connaît pas. Ah bon, d'accord. Et ça, c'est franchement, je crois que c'est ça qui me fait le plus plaisir. Quand, pareil, parfois les gens, ils ont envie d'avoir le coiffeur tout le temps avec lui. Non, nous, je parle à la cliente de Yannick, mon collègue, ou de Flavien. Flavien parle à ma cliente. On parle entre coiffeurs, on parle tous entre nous. On peut parler, je sais pas, de séries, de films, de ce qu'on a fait. Mais voilà, c'est vraiment du mélange. C'est pas comme un salon de coiffure. La cliente, elle vient, elle est avec son coiffeur, bam, elle a parlé, elle part. Voilà, ça peut être... elle peut passer un jour avec moi. Le lendemain, elle passe avec Yannick. Parce que Yannick a un goût différent, Flavien a un goût différent. Il va lui proposer quelque chose auquel j'aurais pas pensé, mais en aucun cas c'est ma cliente ou la cliente de Flavien. Et c'est ça que j'aime, elles se sentent libres de passer avec quelqu'un d'autre. Elles sont pas gênées à se dire oh là là, je passe pas avec Ismé, elle va m'en vouloir. Pas du tout. Il y a pas de compétition entre les coiffeurs comme il peut y avoir dans d'autres salons de coiffure. Et ça c'est génial parce que ça met vraiment une ambiance très relaxe. Et j'ai vu que tu organisais pas mal de choses avec ton équipe, comme aller à Disneyland ou ramasser des déchets sur la plage. C'est important pour toi de travailler la cohésion d'équipe? Je pense que c'est devenu primordial. On est passé dans un univers, les gens cherchent autre chose. Les gens cherchent vraiment du bien-être au travail. Pour moi, ça a été quelque chose de difficile à comprendre au début parce que je suis vraiment une brute de travail. Je travaille énormément tout le temps. J'adore ce que je fais, donc c'est même pas du travail pour moi. Donc j'avais du mal à comprendre que les gens aient besoin de plus de temps ou de pas être au travail ou de pas construire leur vie. Et en fait, j'ai compris qu'on peut construire sa vie différemment et de pas tout le temps travailler. Et ça, je pense que c'est mes collègues qui me l'ont fait comprendre. Et Londres aussi, l'expérience que j'ai eue à Londres. Et dans mon salon, j'ai fait quelque chose que j'aimerais qu'on fasse pour moi, qu'on me donne du temps. En fait, de venir au travail, je veux surtout pas qu'ils viennent la boule au ventre. Je veux surtout pas qu'ils viennent forcer. Je veux surtout qu'ils se sentent libres d'être là et de venir quand ils ont envie. Donc, on essaie de faire énormément d'activités en dehors du salon parce que je trouve que déjà, ça donne des choses intéressantes à dire aux clientes. De ne pas parler tout le temps des mêmes choses. Et ça change l'univers du travail, mais de façon incroyable. Donc, on a fait
Ça peut passer par des restaurants, par... ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, une fois, on avait fait la course des Petits Princes. C'était les 10 km de Vincennes. Et franchement, je pense que ça a été un peu dur pour l'équipe au début d'accepter de courir 10 km. Et les Petits Princes, pardon, c'est une C'est association. une association, oui, exactement. C'est une association où on reverse, les fonds sont reversés pour les enfants malades à l'hôpital. Donc là, on a fait une course et c'est les clients qui nous ont sponsorisés. Donc les clients mettaient ce qu'ils voulaient comme argent et tout ça était reversé à l'association des Petits Princes. Et donc on a commencé, franchement, je vais être honnête, c'était un peu dur au début, surtout que toute l'équipe n'était pas sportive. Donc il a fallu faire des entraînements, donc les faire venir sur leur temps personnel le matin. On a couru au but de Chaumont. Après, j'ai un ami qui travaille chez Dynamo, John, qui a proposé de nous entraîner. Et ce qu'on aurait dû lui payer pour cet entraînement, il l'a reversé à l'association. On a fait venir un ami, Alexis, qui fait du montage vidéo, qui nous a filmé pendant l'entraînement. Franchement, c'était dur. C'était hyper sympa. L'équipe s'est levée un dimanche matin, est venue, s'est entraînée jusqu'au bout. Et après, on a fait la course. Les clients ont mis un peu la pression. Ils nous ont demandé de faire en moins d'1 heure les 10 km. Comme ils avaient mis beaucoup d'argent, on n'a pas voulu les décevoir. On a fait en moins d'1 heure. Et ça a été une expérience mais incroyable. Parce que... on a commencé la course ensemble, on a fini la course ensemble. Je pense que c'est quand même ultra valorisant. On a fait un don de 2020 € pour l'association. Les clients ont été super généreux avec nous, ça nous a motivés à fond. L'équipe, je l'ai senti vraiment transportée, c'était génial. Donc ouais, vraiment la cohésion d'équipe, ça change tout. Là, on a fait effectivement Disney, donc on fait aussi des choses pour s'amuser. Je les martyrise pas tout le temps à la course. On ouvre un dimanche par an au moment des fêtes de Noël. Toute l'équipe vient bosser, tout est reversé 100% à l'association. Schwarzkopf nous fournit les produits gratuitement, les garçons viennent travailler complètement et on reverse 100%. Et pareil, ils sont hyper heureux d'être là, ils viennent bosser le dimanche et c'est un plaisir. Là, on va partir avec Schwarzkopf à Bali. J'emmène toute mon équipe à Bali en novembre. C'est génial. Ah ouais, vraiment, et ça change tout. Je pense que... Là, je parle pour eux, mais je pense qu'ils sont heureux de faire des choses en dehors du travail, parfois reliées à la coiffure, parfois non. Et là, c'est sur leur temps de vacances ? Oui, c'est sur leur temps personnel, à chaque fois. Et quand tu dis que c'est Schwarzkopf qui vous invite, c'est-à-dire ? En fait, Schwarzkopf fait ça tous les 2 ans. Ils font un espèce de voyage où... ils nous invitent, on paye. On paye une participation... au voyage et ça nous permet de rencontrer, là on part avec 400 coiffeurs à Bali, donc eux d'une part ça va leur permettre de parler avec d'autres coiffeurs, de voir comment ça se passe dans d'autres salons, de parler avec des managers, avec des patrons, avec des collègues, et du coup on découvre des gens qui travaillent pas à Paris, parce que quand même on le sait, Paris, Londres, New York, c'est des villes un petit peu à part, parfois on se rend pas vraiment compte de la chance qu'on a, donc de voir ce qui se passe en dehors, de voir que c'est pas toujours facile. Nous, on a la chance d'avoir un salon avec beaucoup de clientèle qui fonctionne bien, de voir que c'est pas forcément facile pour tout le monde, de voir la différence de clientèle, de voir les gens, comment ils travaillent. Et donc, non, je pense que ça fait du bien à tout le monde de voir qu'il y a d'autres choses. Et là, c'est que des Français ? Les Oui, 400 personnes, des coiffeurs français ? Oui, que des Français. On génial. a fait aussi une sortie à Londres avec Schwarzkopf. Donc pareil, on est parti avec toute l'équipe. C'était sur 2 jours. Et là, c'était hyper intéressant parce que c'était tous les clients Schwarzkopf. Donc là, il y avait de tout, danois, anglais, espagnol. Et donc là, c'est hyper intéressant. Ils parlent tous anglais dans mon équipe, donc c'est pratique. On peut faire des choses comme ça. Et c'est quoi les prochains projets d'Atelier Ismery ? Comment est-ce que tu vas faire évoluer le salon ? Alors, je vais être honnête, au début, je voulais pas faire évoluer. C'est quelque chose qui me faisait peur. Comme d'ouvrir mon salon, c'est quelque chose qui me faisait peur. Je pense que, comme je l'ai déjà dit, l'entrepreneuriat en France, c'est pas toujours facile. Grandir, c'est prendre beaucoup de risques, c'est beaucoup de charges supplémentaires. C'est pas quelque chose de facile, mais je pense que mon équipe m'a donné la confiance. Et je pense qu'on va essayer d'aller vers quelque chose. On cherche un atelier un petit peu plus grand. Et je ne sais pas encore très clairement les projets, mais c'est sûr qu'il y en a. Commencer par agrandir un petit peu le lieu, mais sans perdre le côté chaleureux. Je ne veux surtout pas retourner sur des gros salons, donc là, au niveau de la structure, on est maximal. Et après, j'aimerais bien peut-être faire des échanges à l'étranger,
peut-être avoir des coiffeurs étrangers qui viennent et envoyer mon staff à l'étranger 1 mois, 1 semaine, 2 semaines. J'aimerais... C'est facile de faire ça ? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut voir comment on peut le faire dans la légalité, les papiers, prendre un avocat. Tout est un peu compliqué. Donc, mais j'aimerais toujours dans l'ouverture, dans l'échange. En fait, j'ai envie que mon équipe, elle s'ennuie pas chez moi. J'ai envie qu'il y ait toujours des projets et j'ai envie que voilà, ils viennent pas le matin en se disant voilà, je fais mes clientes, je repars. Non, là en novembre, on part à Bali. L'année prochaine, là cette année, on avait nettoyé les plages. L'année prochaine, pourquoi pas quelque chose, aller travailler dans une ferme, leur montrer ce que c'est que le travail de la ferme, peut-être aider toujours dans l'idée de l'association. Donc voilà, toujours quelque chose en dehors de la coiffure pour leur montrer autre chose. Et moi aussi, j'adore ça. J'ai adoré nettoyer les plages, rencontrer d'autres gens. J'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai pas envie de me dire, voilà, là, ça fait déjà 15 ans que je fais de la coiffure, j'en ai marre. Moi, je me lève tous les matins et j'ai même pas l'impression d'aller travailler. J'ai l'impression que je vais avec une bande d'amis. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Mais quand je dis mes amis, c'est mes collègues, c'est mes clientes, c'est tous les gens que je vais voir dans la journée. Voilà, c'est de m'amuser le plus possible. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter une de tes journées type ? Alors, la journée type, je commence le matin. Souvent, je me lève. Soit j'ai la chance d'aller faire un cours de yoga avec Clotilde. Clotilde Chaumet, qui est voilà. coach yoga et dynamo cycling, c'est ça ? Exactement. Soit, si j'ai pas le temps, je le fais à la maison. Mais je commence toujours le matin avec une séance de sport. Obligée pour être un peu détendue parce que même si j'adore ce que je fais, il y a quand même beaucoup de stress. Donc je commence toujours ma journée par du sport, comme ça je sais que j'attaque à 11h, je suis réveillée, j'ai la patate. Bon là, si j'ai mes collègues qui m'entendent, quand je dis 11h, c'est peut-être 11h15. Eux, ils sont toujours à l'heure, moi un petit peu moins. Et puis après, je dirais que c'est normalement une journée de 10h, donc 10 clients. Bon après... il y a des annulations, il y a du monde, il y a moins de monde. Parfois, je termine un petit peu plus tard parce que j'ai des amis que je coupe le soir. Donc ça peut terminer en mode apéro, ça peut terminer à minuit, ça peut... voilà. Il y a plein de... Et les journées, elles se ressemblent jamais. Donc évidemment, on coupe les cheveux, on fait de la couleur. Ça, c'est toujours la même chose, mais les clientes sont toujours différentes. La même cliente n'a pas envie de la même chose. Donc de toute façon, d'une fois sur l'autre, on ne fait pas la même chose. Entre-temps, elle est partie aux vacances, on parle de ses vacances, on parle de son boulot. Ouais, je pense qu'il n'y a aucune journée pareille. Et c'est ça je pense que c'est ça qui est cool dans notre métier. Et c'est tellement fait de rencontres différentes, c'est-à-dire qu'on peut coiffer un jardinier le matin, on peut coiffer un banquier l'après-midi, on peut coiffer une prof de yoga, on peut coiffer... quelqu'un de la SNCF, c'est une prof, n'importe quoi. Toute la journée, c'est différent. Donc, on a des sujets de conversation complètement différents toute la journée. C'est ça qui est agréable. Et finalement, ce sont tes clients qui t'inspirent ? Ah oui, complètement. Je pense que tout ce que j'ai fait depuis le début, j'ai des idées à la base, mais c'est mes clients qui m'ont toujours soutenu dans mes projets, qui me donnent toujours plein d'idées. On parle de plein de choses. Il peut dire, tu sais, Ismaël, tu devrais peut-être faire ça. Tu devrais peut-être commencer à faire ça. J'avais un de mes clients qui faisait du coaching. Et donc, depuis que j'ai ouvert mon salon, j'ai un coach pour m'aider dans le management, dans mes équipes, dans la vision du salon, dans le fait de ne pas me relâcher. Donc, c'est toujours mon client. Et donc, comme ça, quand il vient au salon, il me dit fais attention à ça, dans l'attitude. Et parfois, quand mon équipe a besoin, ils peuvent... le voir pour du coaching, ça peut être personnel, ça peut être dans le boulot, ça peut être dans la relation cliente. Et ça, c'est génial. C'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Il m'a expliqué comment j'étais réellement. C'est un petit peu difficile au début parce qu'on ne se voit pas forcément comme on est. Il faut accepter les critiques, il faut accepter un peu les choses négatives. Mais une fois qu'on comprend comment on est, c'est beaucoup plus facile de comprendre les autres. Et ça a été vraiment une révélation. Je pense que mon salon, il n'aurait pas fait 6 mois sans lui. J'étais trop dure, le management, c'est vraiment quelque chose de particulier. Avoir donné envie aux gens de travailler avec quelqu'un et dans un but, c'est quand même pas facile. Et honnêtement, je l'aurais jamais fait toute seule. Et qu'est-ce qui t'a appris, par exemple, sur le management ? Alors, pour mon cas personnel, apparemment, j'ai pas beaucoup d'empathie. Il m'a dit, ton empathie est proche de 0, même les gens comme toi, tu les comprends pas.
Donc en fait, c'est hyper difficile. Comme je le disais au début de la conversation qu'on a toutes les deux, je travaille beaucoup et pour moi, ça me semble évident. Et tout le monde, au début, je comprenais pas qu'on puisse pas être comme moi et qu'il fallait travailler tout le temps. Donc il me dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Voilà ta journée type le matin. Je dis, bah j'arrive, je dis ce qu'il faut faire. Il me dit, bon, tu dis bonjour et après tu fais quoi? Ah, je dis, non, mais je dis pas bonjour, hein, je les vois tous les jours, on n'a pas le temps, on y va. Et là, il m'a dit, attends, tu dis pas bonjour à ton équipe? Je dis, bah non, je suis efficace. Il m'a dit, ah, alors là, on part de hyper loin avec toi. Et donc, en fait, des choses qui semblaient évidentes pour d'autres personnes qui, je pense, qui ont le côté management et le rapport à l'autre hyper facile. Autant j'ai un rapport avec mes clientes qui est hyper facile et qui a toujours été instinctif et j'ai pas eu besoin de le travailler. Autant emmener une équipe, ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi. Parce que je pense que il faut trouver une façon différente. Mes deux parents étaient coiffeurs. Mon père, à l'époque, c'était le patron. Il disait ce qu'il fallait faire et l'employé exécutait, point barre, quoi. Et si t'es pas content, tu t'en vas. Maintenant, ça marche plus comme ça. Les gens, faut leur donner envie de suivre. Et bien sûr, on leur demande des choses. Bien sûr, on est le patron, mais s'il a pas envie de le faire, il le fait pas. Donc, il faut leur donner envie de le faire. Et ce qui m'a aidé à faire, c'est que j'ai même plus besoin de leur demander de le faire. Ils le font naturellement. De temps en temps, on fait une réunion, on réajuste les choses. Aussi bien pour eux que pour moi. Hein. C'est pas, de temps en temps, on fait des réunions et ils me disent aussi ce qui ne va pas chez moi, ce que où je dois me remettre en question. Et ça, je pense que c'est hyper important de toujours se remettre en question. Le coach s'en charge évidemment tout le temps. Et je crois que c'est ça le plus difficile. En tout cas, pour moi, c'était vraiment la partie la plus difficile, c'était le management. Et aujourd'hui, les gens ont envie de ça, les gens ont envie de sortir de chez eux, de parler entre eux, d'aller au boulot, d'être heureux, de rigoler au boulot. Et ça, je pense que tout le monde pourrait faire un peu de coaching. Employé, employeur, manager, même dans sa vie perso. Moi, ça a réglé des problèmes de communication avec mon frère. Je comprenais pas certaines choses. Mon coach m'a dit non, mais en fait, il faut lui parler comme ça, il faut être comme ça. C'était un problème de retard. Moi, comme je suis tout le temps en retard, je disais toujours j'arrive dans 5 minutes, j'arrive dans 5 minutes, j'arrive dans 5 minutes. Et mon frère est jamais en retard. Et il m'a dit juste dis-lui exactement de combien de temps tu vas être en retard et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Et ça a tout changé. Au lieu de le faire traîner et ça le rendait hystérique, je lui dis non, mais voilà, je suis en retard, j'ai 27 minutes, ok, bah, je peux faire quelque chose en attendant. Et en fait, ce qui fonctionne avec moi ne fonctionne pas avec les autres. Et ça, le coach m'a expliqué et il m'a dit tu dois être la même chose. Tu veux dire une chose, tu vas le dire de 10 façons différentes, à 10 personnes différentes. Donc il faut vraiment s'adapter à chaque fois. Et je pense que j'en aurais besoin toute ma vie, quoi. Donc là, tu continues à travailler avec lui? Tout le temps. Tout le temps. Il y a des choses maintenant que j'ai intégrées, mais j'ai toujours besoin, dès que j'ai un petit moment de doute, parce que je suis quelqu'un d'un petit peu direct et que je veux pas blesser la personne ou que je sais pas comment m'y prendre pour amener cette idée, je vais appeler le coach. Je vais dire, voilà, je voudrais lui dire ça, mais je veux pas le froisser, je veux pas être méchante, je veux pas, ok, mais il faut que tu sois quand même un peu ferme, tu vas procéder comme ça, comme ça, comme ça. Franchement, parfois, je suis hyper stressée quand je fais une réunion à mon équipe, même si on s'entend hyper bien et qu'on est potes. Quand j'ai les 4-5 en face de moi, je vais pas mentir, j'ai chaud, je transpire, ils rigolent, je suis toute rouge parfois. Mais j'ai préparé ma réunion, je note ce que j'écris, parfois je m'entraîne, je répète devant le miroir. Et pourtant, ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble et je les connais très bien, mais c'est toujours le même stress. Mais je me prépare à chaque fois et j'ai toujours mon coach avec moi. Et à part la coiffure, est-ce que tu as d'autres passions comme par exemple le sport, tu en parlais tout à l'heure? J'ai découvert le yoga il y a 2 ans. Et je suis quelqu'un de hyper stress, hyper angoissé. J'ai trouvé une révélation avec le yoga. J'en fais tous les jours. C'est un bien-être de dingue. Et on en parlait tout à l'heure, c'est Clotilde Chaumet qui m'a mis le pied à l'étrier. Franchement, les 6 premiers mois, ça a été un enfer pour moi. J'étais pas souple, j'étais raide, j'étais pas patiente, j'arrivais pas à respirer parce que j'étais tout le temps tendue, donc je respirais pas. Et au bout de 6 mois, j'ai trouvé vraiment un bien-être. Et en même temps, c'est hyper tonique, c'est hyper sportif. Donc j'ai besoin de me défouler et ça combine tout. La détente, la relaxation, le fait de se concentrer sur soi-même, d'oublier un peu le monde extérieur, d'oublier le boulot pendant ma séance. Je pense qu'à ça, je pense
qu'à moi, ma respiration. Et j'essaye de penser à rien d'autre qu'au moment présent, au moment où je suis sur mon tapis. Et ça a été une seconde vie. Et tu sens que tu as progressé en niveau, j'imagine. Ah oui, j'en fais tous les jours. Donc franchement, gagner en souplesse, je crois que le plus important, c'est d'arriver à se concentrer. Parfois, je fais une séance, je suis mauvaise. Je suis tendue, j'arrive pas à être dans le moment présent. Mais c'est pas grave, je sais que demain, ça va aller mieux, ou peut-être dans 3 jours. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression pour être la meilleure ou pour être... J'ai envie de progresser parce que c'est mon caractère et que j'ai toujours envie de faire mieux, envie de faire plus. Mais justement, je crois que le yoga, c'est ça. Ça m'a appris à... Parfois, c'est moins bien, mais c'est pas grave, c'était bien quand même. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon travail, je pense. Être plus cool et accepter que tout se passe pas comme on a envie parfois et qu'il faut s'adapter, il faut être moins rigide et voilà. Et les gens qui ont envie d'en savoir plus sur Atelier Isméry ou même envie de venir, où est-ce qu'on les emmène ? Alors, nous, c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais du coup, on n'a pas de carte de visite, on n'a pas de site internet. On vient de se mettre à Instagram il n'y a pas longtemps. Donc, ça va être Facebook, Isméry, sur la page Isméry, ou Instagram, Atelier Isméry. L'atelier se situe, il est bien caché. Donc, il est aux 5 cités d'Urmar. C'est une petite cité... comme il y en a beaucoup rue Oberkampf. Donc généralement il faut nous contacter avant parce que sinon on ne trouve pas l'atelier comme ça. On est en appartement, en étage avec une petite terrasse. On a une petite machine à graniter pour l'été si vous voulez une petite glace. Et un photomaton aussi. Et un photomaton évidemment pour partir avec la coupe en photo. Et voilà, et on est toujours content d'avoir des nouveaux visages, des nouveaux cheveux coupés, des nouvelles histoires qu'on nous raconte. Voilà. Merci beaucoup Isméry. Merci beaucoup Sarah. Merci à tous d'avoir écouté notre conversation et un grand merci à Isméry d'avoir pris le temps de raconter son parcours. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur Atelier Isméry, n'hésitez pas à visiter leur page Instagram ou même prendre rendez-vous pour une coupe ou un balayage. Tous les détails sont dans la description de l'épisode. Enfin, si vous souhaitez être tenu informé des actualités de Caféine, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast pour suivre les prochains épisodes et sur Instagram caféine-du6 podcast. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation.